I want France to be a startup nation. On les appelle des startups. A nation that thinks and moves. To put it in one word, entrepreneur is the new France. C'est la société dans laquelle j'étais, dans laquelle je me retrouvais pas forcément, qui m'a poussé à entreprendre. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est tu vas, t'avances et tu réagis en fonction des événements qui sont face à toi. On a levé depuis le début de l'aventure, il y a 4 ans et demi, un peu plus de 300 millions d'euros. Moi, t'imagines que quand je crée Superprof, je crée vraiment la boîte de mes rêves. C'est-à-dire la boîte que je vais garder toute ma vie, une boîte dans l'éducation, donc un impact sur le monde. J'ai la possibilité de changer les choses et donc je vais faire en sorte de changer les choses telles que moi je le conçois et je vais jouer avec les règles préétablies. Tu crées une entreprise parce que tu as une mission dans les tripes, c'est vraiment ton histoire. Je me suis toujours dit en fait, si eux ils y arrivent, pourquoi pas moi. Enfin, je pars peut-être un petit peu avec ce sentiment de revanche ou de choses à prouver. C'est avoir une idée et que cette idée génère du cash. Il y a 3 sujets hyper clés, le produit, la culture et la finance. Vous avez les ingrédients pour bien grandir. Une explosion du nombre de startups créées, des recrutements à tout va, une hypercroissance sans fin, jusqu'à même des centaines de millions d'euros levés. Tous ces paramètres, c'est ce qui caractérise la Startup Nation, qui est un vrai écosystème en ébullition. Mais tout ça, c'est un grand flou. Comment est-ce qu'on se lance? Comment est-ce qu'on va recruter des centaines de personnes parfois en juste quelques mois? Comment est-ce qu'on lève des fonds? Est-ce qu'il faut en lever? Auprès de qui? Comment est-ce qu'on va dépenser cet argent? Comment est-ce qu'on va créer et instaurer une culture qui est propre à soi, qui est différente de toutes les entreprises traditionnelles? Et au final, quel est le rôle du CEO au sein d'une startup? Chez Comedia, on a rencontré énormément d'entrepreneurs d'horizons très différents, mais on s'est vraiment rendu compte d'une chose, c'est qu'ils ont un trait commun, c'est qu'ils ont une vision, c'est qu'ils arrivent à embarquer leur équipe dans le but de croître et de s'imposer le plus rapidement possible sur leur marché. Bon, c'est bien beau de vouloir créer sa boîte, mais très souvent, on attend d'avoir la bonne idée avant de se lancer. Et pour comprendre le passage d'une idée à une startup, on a passé un long moment avec Fatia et Raiben, les cofondateurs de Papépi. En quelques mois seulement, à force de travail et d'audace, ils ont réussi à faire un super projet. Moi, j'étais infirmier. Toi, t'étais étudiante infirmière. Moi, je suis appelé en fait pour aller filer un cours à Fatia dans son école. Et j'arrive et elle est au premier rang. Gros coup de foudre, je la vois direct. Je vais la voir à la pause comme ça. Je dis, bon, il se passe un truc. Elle me dit, il se passe quelque chose. Et là, on passe 5 jours ensemble et puis je la demande en mariage. C'est vraiment comme ça qu'a commencé notre histoire. Et 15 jours après, on était mariés. Et on décide en fait d'apprendre à se connaître, parce qu'on se connaissait pas, en faisant le tour du monde. On a fait un premier voyage, ça nous a hyper plu. Donc pendant 4 ans, on fait le tour du monde. On pâtisse, on cuisine avec plein de gens autour de la planète, puisqu'il faut savoir que nous, on est infirmiers, mais avant d'être infirmier, Abed, il est cuisinier. Moi, je suis fan de pâtisserie. Donc pour nous, c'est normal, tu vois, de cuisiner avec tout le monde. Et après ces 4 ans, je tombe enceinte. Donc on décide de rentrer en France. Après un tour du monde aussi ouf, je n'arrive pas à rester en place. Donc je décide en fait de créer une page Facebook pour proposer les recettes du monde que j'avais collectées aux personnes autour de chez moi. Donc je commence, ça marche hyper bien. Et là, il y a un couple d'habitués qui me contactent pour leur faire des biscuits du monde pour leur mariage. Avec Abed, on se dit waouh, c'est un gros challenge. Et on part du principe en fait que les biscuits sont toujours trop gros, bourratifs, qu'on peut pas goûter à tout pendant les mariages. Donc on décide de faire une petite bille en fait, une petite bouchée. On livre le mariage et là, il y a les mariés qui nous appellent et qui nous disent mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent votre numéro. Ils veulent aussi votre carte professionnelle, est-ce que je peux leur donner? On se regarde avec Abed, on dit mais on n'est pas pro, on n'a pas de carte. Et c'est un peu la révélation ce jour-là en fait. Là, on s'est dit à ce moment-là, on tient quelque chose. Tu vois. C'est clair. Moi, je les trouve géniaux, Papépi, parce que j'adore leur folie, en fait. Hein. Il en faut pas mal au début. Il faut beaucoup d'inconscience, je crois, pour créer une boîte. Surtout quand tu es dans un contexte économique qui est incertain et avec un futur dans lequel tu as du mal à te projeter. Donc moi, j'aime bien cette audace, j'aime bien cette folie qu'ils ont. Et puis la mission, ils ont aussi une mission, c'est leur histoire, qu'ils portent avec conviction. Ils sont déterminés, ça me plaît bien. Quand tu viens du bas et que tu connais personne, tu dois travailler. Tu dois faire preuve de résilience pour aller chercher et prendre ce qu'on ne te donne pas. Et c'est ça qui nous a motivés dès le début. Et de vendre notre maison, ça a été un acte fort. Parce que tu sors de ta zone de confort. En plus, on avait une fille. Tu vois, on avait une fille. On attendait la deuxième. Fatia était enceinte de la deuxième. C'était pas anodin comme acte. Mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour sortir de la situation dans laquelle on était.
Donc c'était soit on se résiliait et se dire ok, c'est les autres qui ont un contrôle sur notre vie et on ne pourra pas s'élever socialement tant que les autres ne croiront pas en nous, soit on prouve aux autres qu'ils ont tort et on leur démontre. Et ben on a décidé cette voie-là. Je viens de finir mon plateau sur BFM Business là derrière. J'entendais sur l'émission, on me dit tu devrais rencontrer Anthony Bourbon. Il faut que vous rencontriez le fondateur de Feed. Impossible. Ah ouais, le fondateur de Feed, ça peut être intéressant. Là, j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone. J'appelle Anthony, il me dit direct, c'est Chronopost? T'es hyper sèchement et tout. Je dis oui. oui, c'est Chronopost parce que écoutez, j'ai le numéro de téléphone, mais l'adresse s'est effacée. J'arrive chez Feed et là je me filme en caméra embarquée en train de monter. Il me voit arriver. Je dois livrer un colis, c'est pour Anthony Bourbon. Ok, je vais lui donner. Déjà, c'est le mec de l'entrée, il essaie de me prendre le colis, il me dit ouais, c'est bon, je vais prendre. Et moi, je lâche rien, je dis non, tu sais, jouer ma vie là. Je dis non, c'est un colis privé. Et du coup, à ce moment-là, il me dit ok, je vais le chercher. Anthony vient, il me regarde, il me dit mais c'est pas pour moi ça. Je dis écoute, et là, je saisis ma chance à ce moment-là. Tu vois, et là, je lui dis écoute, et en plus, j'utilise ces mots. Tu vois, il dit faites preuve d'audace et tout. Il disait ça dans ses interviews. Vous êtes sûr que c'est pour moi ça? Ouais, en fait, c'est plutôt moi qui vous livre. Je m'appelle Tari Raibed. Je vous livre ce colis. Je suis le fondateur de Papépi. Je dis écoute Anthony. Je dis même vous, à ce moment-là, j'étais tellement impressionné. Je dis vous demandez de faire preuve d'audace. J'ai fait preuve d'audace là quand même. Je suis là, je peux avoir un rendez-vous. Et là, truc de ouf, il me consacre 15 minutes. Je lui parle, j'appelle même Fatia en selfie. Je lui dis écoute, voilà, je te présente Fatia, elle est pas là. Il nous découvre, il découvre un peu l'énergie qu'on a. En 15 minutes, il se lève, il me serre la main, il me fait un chèque de 300 000. Et c'est comme ça qu'on a fait la première levée de fonds chez Papépi. 300K. Là, on passe vraiment d'un projet, d'une idée, d'une ambition à une vraie start-up. Et d'ailleurs, on n'a même pas pris le temps de définir ce qu'était une start-up. Qu'elle soit récente ou pas, qu'elle ait levé des fonds, qu'elle utilise la technologie ou non, c'est la croissance de l'entreprise qui lui donne le statut de start-up. Pour moi, la définition d'une start-up, c'est croissance. À partir du moment où tu fais une croissance de, plus de 50% par an, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipe, pour moi, tu es une start-up. C'est-à-dire qu'une start-up, ça ne s'arrête pas juste au moment où si tu lèves pas d'argent, tu n'es pas une start-up. Une start-up, à mon sens, c'est une boîte qui est capable de maintenir une croissance d'une année sur l'autre très importante. Donc la start-up, c'est cette capacité à peut-être doubler de taille tous les ans. Je commence, start et je up, je vais très vite. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces modèles-là qui viennent rebattre et redistribuer l'écart d'économies existantes parce qu'elles ont un modèle qui est un peu disruptif, un peu différenciant. Et donc elles vont apporter une proposition de valeur plus importante et capter des parts de marché très rapidement. Quand on pense à un CEO, on a tout de suite l'image d'une personne qui court partout, qui prend 1000 décisions, qui est toujours occupée. Et on a profité de ces rencontres avec tous ces entrepreneurs pour leur poser des questions sur leur quotidien, sur leur état d'esprit et surtout comment est-ce qu'ils remplissent leur journée. Au début, le rôle du CEO, il est très opérationnel. Donc je dirais que c'est un petit peu un couteau suisse. Faut qu'il gère tous les aspects de la société. Donc que ce soit délivrer la prestation, la vendre, s'assurer des finances, recruter. Donc il joue un petit peu tous les rôles. Et progressivement, il va s'appuyer en fait sur d'autres personnes pour quelques éléments clés. Donc dans notre cas, on a été vraiment très focus quand même sur le développement commercial à la base. Donc moi j'ai plutôt migré progressivement vers ce rôle quasiment exclusivement, ou en tout cas en bonne partie. Et j'ai fait confiance à d'autres personnes sur des rôles par exemple plus opérationnels. Moi très rapidement, comme j'avais l'expérience de ma première boîte, je sais qu'il a fallu que je sorte un maximum de l'exécution. Donc je suis quasiment plus dans l'exécution. Je traite des sujets, mais j'essaye au maximum de déléguer. Tu le vois passionné par le projet, etc. Et donc du coup tu te dis ok, le mec il a une vision, il a un vrai truc que tu as envie de suivre. Et petit à petit, plus la boîte grossit, lui aussi ses enjeux, il grossit, il est obligé de prendre un peu plus de recul. Maintenant il doit sortir un petit peu de l'opérationnel pour justement transférer dans chaque service cette vision-là, cette ambition. En fait ça a été un lâcher-prise entre guillemets progressif qui s'est fait malgré moi, mais je pense qu'à un moment donné j'ai juste été obligé par l'activité, parce qu'en fait, trop d'emails, trop d'interactions, trop de clients, en fait,
dans tous les cas, tu sais plus ce qui se passe et tu peux plus savoir tout ce qui se passe à moins d'avoir des rendez-vous et des rapports qui sont envoyés chaque semaine. Et donc juste, tu te dis, ok, fine, il se passera ce qui se passera dans tous les cas, mais ça doit pas m'empêcher de dormir. Le fait que j'arrive sur la partie opérationnelle, ça lui a permis aussi de se détacher complètement du recrutement, du suivi des opérations. Donc il est resté quand même en gros contact avec certains clients, mais surtout sur le fait de porter Love Junto auprès de certains prospects et sur le marché, de positionner l'agence aussi d'un point de vue communication et marketing, c'est des éléments qu'il maîtrise bien, et c'est vraiment là où il a fait il a énormément progressé aussi. C'est sûr que c'est plus le petit VRP classique avec ses 3-4 slides de 2018 aujourd'hui. Donc cette évolution-là, elle s'est faite comme ça. Donc ça lui a permis aussi je pense, de kiffer sur des trucs où il est bon. C'est difficile en fait de passer de ce statut de couteau suisse à chef d'orchestre finalement. C'est pas les mêmes ressorts. Et souvent les gens qui sont très excités par les débuts, tu sais, par la genèse, créer, mettre au monde, c'est pas les mêmes qui sont excités par le fait de se faire scaler la boîte. Et puis au début, le risque c'est que tu as tellement eu l'habitude d'avoir les mains dans tout que ça te fait mal de lâcher pour le donner à d'autres. C'est dur de déléguer. Parce que tu penses aussi que tu sais faire mieux que les autres. Donc la clé, c'est de t'entourer de gens meilleurs que toi. Et ça, c'est très bon finalement, parce que ça veut dire que ça te laisse d'autant plus volontiers, tu laisses la main. Mon rôle, c'est de finalement réfléchir toute la journée au prochain move et au prochain step de Brix. Donc c'est comment on fait pour aller un cran plus loin toujours et se projeter et ensuite se dire quelles vont être les prochaines étapes pour y arriver et comment on le met en marche aujourd'hui et comment on redescend les sujets au niveau d'un plan d'exécution aux différentes personnes qui vont être concernées. Par rapport à mon temps horaire passé dans la société, j'arrive vers 8h30 le matin et je vais quitter l'entreprise vers 18h le soir. Ce qui fait que la plage horaire ne ressemble pas du tout à ce qu'on veut te faire croire des start-upers qui arrivent le matin à 7h et qui partent le soir à 21h. Je l'ai fait dans ma précédente boîte où je travaillais minimum 12 heures par jour et je travaillais tous les week-ends. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que en faisant ça, tu manques de clairvoyance et tu manques de focus. Tu as tendance à t'éparpiller, à vouloir faire plein de choses à la fois et en fait, tu fais rien de bien. Et le fait d'avoir des enfants et le fait de devoir m'occuper de mes enfants m'oblige à me dire j'ai un temps limité. Et si je suis pas capable de tout traiter dans la journée, c'est peut-être qu'il faut que je recrute une personne de plus qui va m'épauler. Ou alors c'est peut-être que je fais des choses qui n'ont pas forcément suffisamment de valeur ajoutée. La culture en startup, c'est très particulier et on sait bien que derrière toutes les parties de baby-foot, la bonne ambiance, au final, il y a énormément de travail pour atteindre des résultats très ambitieux. Alors on imagine bien quand on est 10, 20, peut-être même jusqu'à 30, mais au final, le vrai challenge, c'est de réussir à conserver cette culture tout au long de la croissance de la boîte. Vous avez enfin résolu un problème, il est temps de grandir. Et là, il est temps de se structurer. Et là, effectivement, il peut y avoir de la casse. La casse qui peut arriver, elle est facile. Elle n'est pas commerciale, elle est humaine. Donc, elle est de grandir de la mauvaise des façons, d'une façon déstructurée, parce que peut-être que vous n'avez pas recruté les bons profils au bon moment en fonction de cette ambition-là. En phase d'hypercroissance, donc on recrute beaucoup, on double les équipes chaque année. Et il faut s'appuyer sur les équipes existantes. Il faut que chacun, en fait, diffuse la culture d'entreprise, en fait. Et c'est pour ça que le premier recrutement, il est important, que le premier, il fait le deuxième, et ainsi de suite. Par capillarité, si tu veux, tu vas diffuser à toute l'équipe, en fait, la solidarité et l'esprit d'équipe. Je dirais que le défi, c'est d'arriver à parler la même langue. Tu vois, parce que on peut se caler des mots sur les murs et se dire, ça fait cool, la vision et nos valeurs, ce sont celles-là, et on trouve que ça fait vachement bien, tu vois, de les mettre sur le site internet. Il faut vraiment s'assurer que ça parle à tout le monde, parce que tu as une racine commune, et c'est ça ta culture, en fait. Vous pouvez être 1000 collaborateurs, si vraiment ça c'est bien travaillé, vous aurez l'impression d'appartenir à une boîte qui a 50 collaborateurs. Parce qu'en fait, c'est pas une question de nombre d'employés, c'est une question de moi avec mon équipe, comment est-ce que je sois dans une boîte de 1000 ou une boîte de 50,
La réalité, c'est que 95% de mon temps, je le passe avec mon équipe, qui fait 10-15 personnes. Bon, mais comment est-ce que je vis ce quotidien, moi, là, avec mes 15 collaborateurs? Une culture d'entreprise, déjà, elle est mouvante et elle va vraiment évoluer avec les personnes qui constituent ton entreprise, mais au début de la boîte, elle est intimement liée au fondateur. Si le CIO est suffisamment inspirant, qu'il porte suffisamment bien les valeurs et qu'il est suffisamment dans le juste, derrière, ça va cascader sur ses middle managers, sur l'équipe de direction. Même si on impulse une culture au début, la culture sera amenée à changer avec les besoins et la taille de l'entreprise. Mais en fait, il faut aussi accepter qu'en grandissant, on va faire venir davantage de talents au sein de son entreprise, qui vont eux-mêmes avoir des parcours, des cultures et des attentes différentes. Et en fait, il ne faut pas non plus les brider parce qu'ils ajoutent de la diversité. Je pense qu'il faut s'assurer de garder un cadre global et de le faire comprendre en termes d'objectifs, en termes de culture. Mais je pense qu'il faut aussi laisser la place en interne à des sous-cultures parce que je veux que ce soit eux vraiment les porteurs de cette culture et qu'ils soient à l'aise avec la culture et pas qu'ils essayent de répondre à ce que moi je pourrais leur dire ou leur indiquer ou mes préférences en fait. Je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise est plus importante que moi. Je suis plus totalement en contact toujours avec tous les clients, avec tout ce qui se passe au quotidien. J'ai perdu de cette sensibilité de terrain. Je donne mon avis et je pousse ce qui me semble être important dans le cadre du développement. Mais je laisse en fait toute l'équipe faire leur propre conclusion et en fait faire en sorte que ce soit plutôt un échange et que ça redescende comme ça. Au début, j'étais uniquement sur du direct report, donc avec les gens, et j'avais vraiment une relation forte avec tous les employés. Donc tu peux très facilement les inspirer parce que tu passes du temps, des moments avec eux, tu peux vraiment les suivre dans leur boulot. Et rapidement, tu es obligé de mettre en place une couche de managers qui vont être ton directeur marketing, ton directeur technique, ton directeur financier. Et là, il faut faire en sorte que eux aient le bon message vis-à-vis des équipes en dessous. Parce qu'il y a toute la vision et la culture dont je parlais qu'il faut faire redescendre. Et donc c'est la difficulté parce que c'est cette période de transition qui est délicate. Un collaborateur qui a eu une relation très proche avec toi, avec qui tu allais jouer potentiellement au foot en salle à la fin du boulot, et qui là se retrouve à avoir bien moins de contact avec toi, il va se dire « Ah oui, mais c'est plus comme au début, je suis venu parce que j'avais un lien direct avec Cédric, que je n'ai plus parce que ça passe par un filtre qui est le manager. » Et donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer. En fait, si tu veux réussir, enfin c'est mon pari, à garder intacte la culture que tu avais quand tu étais 10, au moment où tu as grandi et que tu es 500, c'est peut-être parce que tu as réussi à baisser le centre de gravité de ta boîte pour faire porter la transformation permanente par chaque personne qui constitue l'entreprise et que chacun se sent dépositaire de la culture, que ce que tu dis, si je le fais pas, c'est perdu pour tout le monde. Et donc, c'est cet abaissement de centre de gravité qui est la clé. Et ça passe par des gens, un patron ou une patronne qui inspire, qui empower et qui motive. On vient de se rendre compte que la culture, c'est hyper important au sein des startups, mais s'il y a bien un sujet dont on parle le plus, c'est les levées de fonds. Pour vous donner une idée, en 2021, il y a plus de 11 milliards d'euros qui ont été levés, et ça, c'est rien qu'en France. On a plus de 30 licornes, c'est-à-dire des boîtes qui sont valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Donc on s'est demandé auprès de qui on lève des fonds, quelles sont les relations qu'on entretient avec eux, quels sont les critères de sélection pour pouvoir lever des fonds. Tous nos entrepreneurs et entrepreneuses ont une expérience propre à chacun et vont nous donner un petit peu plus de matière pour décoder cette thématique. La French Tech, elle, pendant ce temps-là, est en pleine forme. Malgré la correction du marché américain, les levées de fonds de nos pépites continuent de progresser. Sur les 362 opérations du premier semestre 2022, elles ont porté le montant de ces levées de fonds à 8 milliards 400 millions d'euros. La raison fondamentale pour laquelle on lève des fonds, c'est pour donner vie à son ambition. L'hypercroissance, c'est la capacité à capter des parts de marché le plus vite possible, de manière la plus globale possible. Évidemment, la croissance organique, c'est mathématiquement impossible qu'elle puisse permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc si l'objectif, parce que vous êtes sur un marché de rupture technologique, vous avez cette rupture-là, et vous vous dites, avec cette technologie-là, si j'inonde le marché, je sais que je vais prendre tant de parts de marché au niveau mondial, j'ai une fenêtre de tir hyper resserrée, il faut évidemment lever énormément de fonds pour arriver à cette fin-là. La levée de fonds, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen d'arriver à un objectif. Donc si votre objectif, c'est de rester sur un périmètre plus local,
il est probable que vous n'ayez pas besoin de lever des fonds. Et c'est très bien comme ça. Il faut juste être en adéquation avec son ambition. Tu crées une entreprise parce que tu as une mission dans les tripes, c'est vraiment ton histoire, tu as les compétences et puis tu as identifié un besoin auquel tu sais répondre, ça c'est la base. Donc tu commences avec les moyens du bord. Et puis il arrive un moment où tu arrives il va falloir, pour accélérer, il va falloir que tu aies du carburant. Et soit tu as la chance d'avoir les poches profondes et tu finances toi-même ton entreprise, soit de façon plus courante, tu vas faire appel à de l'argent à l'extérieur. Donc soit c'est du love money, tu vas voir des investisseurs qui sont des individus, qui sont des business angels, parce que tu as besoin de peut-être quelques centaines de milliers d'euros, tu vois, jusqu'à moins d'1 million d'euros. Donc là, tu vas voir des investisseurs qui sont plutôt des particuliers. Et puis c'est en général le moment de ta levée où tu vas pouvoir décemment te payer, peut-être un peu plus, tu vas pouvoir aller payer des développeurs, tu vas pouvoir t'acheter une plateforme, tu vas pouvoir arriver à réaliser ce que tu avais en tête. Et puis après, il y a une phase d'accélération encore plus grande, parce que tu as des ambitions, tu as l'international qui t'appelle, parce que il y a une vraie traction qui s'est manifestée, et là, voilà, il va aller chercher plus d'argent. Donc il y a plusieurs étapes, et là ce sont des fonds d'investissement dont c'est le métier, c'est du capital risque, c'est du private equity, et qui sont très clairement identifiés. Alors déjà j'aimerais revenir sur les raisons pour lesquelles on a décidé de faire une levée de fonds communautaires. On a beaucoup de personnes qui nous ont dit franchement si à un moment donné vous ouvrez votre capital, on aimerait bien rentrer au capital de la boîte. Et je me suis dit, en fait, ça peut vraiment avoir du sens parce que qui de mieux qu'un utilisateur de la solution pour en devenir le chevalier blanc et pour aller évangéliser le fait que Brix, c'est super cool. Et comme je te le disais, demain, n'importe qui peut décider de créer un concurrent. Par contre, si j'ai déjà une communauté importante qui a investi dans la boîte, si les personnes sont en même temps actionnaires du projet, elles ne vont pas aller sur une plateforme concurrente. Donc ça permet également de créer ce noyau dur d'utilisateurs qui va faire vivre la solution. C'est une boîte que je veux garder toute ma vie. Donc vraiment, je ne suis pas vendeur de cette boîte, j'ai envie de la garder. Or, les fonds, il faut accepter la règle du jeu. Ils rentrent à un moment, ils sortent à un moment. Donc tu es dans une position, quand ils rentrent, effectivement, ils achètent tes parts. Moi, je ne suis pas vendeur, c'est un truc qui n'aurait pas été. Et ensuite, après, ils vendent les parts à quelqu'un d'autre. Donc, moi, j'ai pas envie de me retrouver à un moment confronté à un dilemme qui est potentiellement, je peux vendre ma boîte ou pas vendre ma boîte. Donc, vraiment, tu vois, on s'est dit, on veut pas du tout lever d'argent. Et puis, enfin, je trouve que c'est très bon et c'est très sain, en fait, surtout dans les périodes de crise qu'on va peut-être traverser bientôt, d'être focusé vraiment sur le gain du chiffre d'affaires, c'est-à-dire savoir gagner de l'argent, vivre de ses clients, multiplier les offres, multiplier les produits pour toujours gagner un petit peu plus de sous, proposer des meilleurs services et pour vraiment vivre de nos clients. Moi, je préfère vivre avec, comme on a aujourd'hui, 150 000 clients qui vont payer un petit quelque chose, plutôt qu'avoir un gros client, un gros fonds qui a mis un gros ticket chez nous. C'est une bonne façon aussi de résister effectivement à la crise et au moins un petit peu au coup de mou où là, les fonds, ils se disent c'est bien de dépenser de l'argent, mettre des sous dans une boîte qui n'est pas rentable et compagnie, mais quand on leur demande d'être rentable à ces boîtes-là, elles ne savent pas tellement le faire. Or, nous, on a été fabriqués, si tu veux, pour être dès le premier jour rentable. C'est-à-dire qu'en fait, on dépensait le lendemain ce qu'on avait gagné la veille. Point. Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Ça nous a permis d'avoir notre indépendance. Et maintenant, quand on voit moi, personnellement, je prends 10 mails par jour de fonds qui veulent investir dans la boîte maintenant. Alors qu'au début, c'est vrai qu'on était un peu en galère, même que ça soit avec les banques ou quoi. Mais maintenant, je pense qu'on a passé ce cap et qu'on n'en a plus du tout besoin, quoi. Quand il y a d'autres personnes qui sont décisionnaires, ça passe pas du tout pareil. Il y a une façon de faire différente. La vision du client, la vision du business doit changer parce que doit s'adapter à d'autres personnes. Donc maintenant, c'est Wilfried et nous, les comités de direction, qu'on peut prendre des décisions ensemble. Et je trouve que on a une liberté qu'on ne pourrait pas avoir si on levait des fonds. En fait, j'ai eu une très mauvaise expérience avec les investisseurs avec lesquels j'ai collaboré sur ma première expérience, 1001 Pharmacie. Pourquoi ? Parce que ma boîte n'a jamais été rentable. On était dans une période également où c'était assez dur de trouver des investissements, des investisseurs, parce qu'il y avait moins de monde sur le marché qui était prêt à investir dans les startups. Et donc, ce qui fait que comme ma boîte n'était pas rentable, en fait, à un moment donné, j'ai dû prendre l'argent qui m'était proposé, l'argent qui était sur le marché, alors que je savais que je n'avais pas de fit et d'alignement avec les investisseurs qui allaient investir dans ma boîte.
En 2017, on a eu un désalignement complet sur la stratégie à opérer. J'étais plus majoritaire au capital de ma boîte. Et en fait, on a mis un manager de transition dont le seul rôle était de revendre la boîte en 2018. Je l'ai vraiment perçu comme un échec parce que je me projetais vraiment sur les 10 à 20 prochaines années au niveau de cette boîte. Et du jour au lendemain, on m'a dit « Cédric, t'es plus la bonne personne, tu dégages ». Alors que c'était la boîte que j'avais créée. Mais j'ai retenu de ça que, en fait, premièrement, c'est toujours délicat de créer des boîtes qui ne sont pas rentables parce que tu te mets toujours dans une position de devoir accepter de l'argent même si tu n'as pas le fit avec les investisseurs. Et en fait, t'es pas maître de ta stratégie, tu es toujours en recherche de financement pour pouvoir continuer à avancer. Et deuxièmement, le fit humain dans tout ce qu'on fait est toujours ce qu'il y a de plus important. Pour moi, il n'y a aucun défaut à ne pas lever. C'est-à-dire que ne pas lever, c'est le saint Graal, c'est ça qu'il faut viser en fait. La levée, c'est la solution de facilité. Si on veut aller vite, fort, se lancer dans plein de pays et in fine, en fait, être le leader mondial, je pense qu'il ne faut pas lever. Les levées semblent te faire gagner du temps, mais je suis persuadé qu'elle t'en fait perdre. De temps en temps, il faut faire du reporting, t'es pas d'accord, faut se défocuser de son business. On te donne des idées qui sont peut-être des bonnes idées, mais que tu n'as pas créées toi-même, donc du coup, tu as du mal à y adhérer, donc du coup, tu as du mal à mettre de l'énergie. Tu vois, moi, depuis la création, en fait, je sais très bien ce qu'il faut faire, donc on déplie, on fonce. Il y a des entreprises qui ont besoin de capital au départ, parce qu'il y a besoin de beaucoup de technologie, il y a besoin de fabriquer des choses, il y a de la recherche, développement, donc ça demande des fonds. Après, il y a d'autres modèles qui permettent de grandir en allant chercher des clients. Donc, il ne faut pas se tromper de combat. Si tu vas chercher des fonds, c'est vraiment parce que ça va servir ta croissance. Je pense que ce qui a été synonyme de surchauffe, c'est que les levées de fonds, normalement, c'est pour être dans une période d'expansion et de développement importante de ta startup, pour faire en sorte que la valorisation explose. Et là, on a vu des sociétés qui étaient plutôt dans un mode défensif pour tuer le game. Je pense par exemple à la boîte Sorar, qui est une startup qui fait des cartes de foot web 3.0. En fait, alors qu'ils étaient rentables et qu'ils avaient 30 ou 40 employés, ils ont levé 600 millions d'euros sur une valeur de 4 ou 5 milliards de valorisation. Si tu es rentable et que tu as 30 employés, pourquoi tu as besoin de lever 600 millions d'euros ? Les 600 millions d'euros, ils restent à la banque. Et en fait, ils ne sont pas utilisés. Et la raison pour laquelle ils lèvent 600 millions, déjà, ça leur permet d'avoir une valorisation. Donc ça permet de valoriser la boîte et de dire « les gars, on est là, on est présent et on est en mode licorne ». Les valorisations sont importantes, donc autant le faire. Et ça tue le game. C'est que quand tu sais que tu as une boîte qui a 600 millions à la banque, tu te dis « oula, je ne vais pas m'attaquer au marché, je ne vais pas faire un concurrent » parce qu'en fait, ils peuvent aller négocier n'importe quel partenariat avec n'importe qui. L'écosystème global est ultra porteur et très positif et je pense qu'il y a encore beaucoup de boîtes tech qui peuvent révolutionner et changer la manière dont on travaille, la manière dont on consomme et améliorer les choses. Ceci étant dit, je pense qu'on est arrivé sur des niveaux de valorisation à un moment donné qui étaient décorrélés de la valeur que peut produire ce type de société sur un marché. Et je pense que c'est également important qu'une société sache déjà vendre son produit ou son service avant d'avoir en fait des valorisations exceptionnelles. Moi, j'aime bien voir des sociétés qui déjà ont vendu un minimum et se développent de manière saine. Et là, en fait, l'argent est intéressant pour développer plus rapidement. Il est 7h44 et Loïc Soubeyran, le président de Swile, quelques minutes après avoir été devenu licorne. Bonjour. Atteindre le statut de licorne, c'est une grande fierté, mais évidemment, c'est absolument pas une fin en soi. Le statut de licorne, ce qui change du jour au lendemain, c'est votre visibilité et votre crédibilité. Nous avons des enjeux d'expansion à l'international. Évidemment, quand on arrive dans un pays avec un statut licorne, ça nous aide à accélérer notre croissance organique. Et quand on a annoncé l'atteinte du statut licorne à tous les Swilers, je me souviens très bien qu'on a dit, en fait, que la licorne, c'est 1 milliard de valo, mais le vrai objectif, c'est d'aller chercher 1 milliard de chiffre d'affaires. On a la chance avec Comedia d'être aux premières loges de cet écosystème de la Startup Nation, d'être entouré de fondateurs, fondatrices exceptionnels avec chacun leur brin de folie et l'envie débordante d'emmener leur startup le plus loin possible. Certes, il y a des étapes à pas brûler,
Il faut commencer par trouver son product market fit, créer une solide équipe, savoir se financer et bien s'entourer. Mais il n'y a pas une seule façon de créer sa startup, car chaque projet est unique. Certaines deviendront des licornes, certaines deviendront rentables, certaines vont disparaître. Mais ce qu'on retient de ces discussions avec les fondateurs et fondatrices, c'est que c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Et qu'il y a des états d'esprit que rien ne peut arrêter. C'est plus fort qu'eux, ce sont des entrepreneurs.